pas là, Martin. Les rhinos noirs sont de tous les rhinos du monde ceux qui chargent le plus souvent. Détends-toi. Si on ne bouge pas, c'est tout juste s'il peut nous voir. Il est myope, tu te rappelles? Chut, mais son odorat et son ouïe sont très développés. Ce rhino va charger si les sons ou l'odeur qu'il perçoit lui font penser à une menace. Je viens de prendre une douche, et toi? Chut. Pourquoi pas un petit nettoyage d'oreilles? Oups, non, pas par nous, par des pics-bœufs qui se glissent dans le fond des oreilles des rhinocéros comme des cotons-tiges volants et attrapent les tiques une à une. Donc, les rhinos ont les oreilles propres et les oiseaux le ventre plein. Chacun trouve son compte dans cet échange. C'est parfait comme relation symbiotique, pas vrai? Ah ouais? Ce que je trouve plus cool encore, c'est le fait que le rhino puisse se détendre et manger tranquillement, parce qu'en cas de danger, le pic-bœuf va le prévenir. T'as raison, le coup de l'alarme, c'est génial. J'ai l'impression que nous l'avons déclenché, justement. Ouais, sans aucun doute. Non, mais t'as vu ça? Vu? Pas vraiment. Mais je l'ai senti, oui. Non, je parle des pics-bœufs qui sont restés sur le dos du rhino, même quand il a chargé. Ça, c'est encore plus cool que tout le reste. J'ai gagné! D'accord, tu m'as bien eu, mais ce que je saisis pas, c'est qui aurait intérêt à s'en prendre au 3e plus gros mammifère de la planète et à subir cette méga charge. Je comprends, ce sont eux que le rhino voulait charger, et nous, on était sur son chemin. Il s'intéresse aux petits. Incroyable! Pour un mammifère géant de 1300 kg, il a un jeu de pattes raffiné. Des poissons volants, je veux bien, mais des lions volants? Ah, vite, baisse-toi! Oh, cette corne est une arme quasi invincible. Le rhino est bien équipé pour se défendre. Hein? Oh non! Je viens de faire la mise au point. Ça me plaît bien. Ça lui donne du caractère. Tu sais une chose, tout ça n'a aucun sens. Les rhinos noirs sont solitaires. Ils ne courent jamais en troupeau, d'habitude. C'est contre leur nature. Je dois savoir si mon émulateur d'Achigan fonctionne. Je me suis dit, quoi de mieux équipé pour nager qu'un poisson? J'ai bien hâte de voir si j'ai amélioré l'aspect hydrodynamique. Mais combien de temps il faut pour trouver un poisson? Tout dépend si tu veux un achigan à grande bouche ou à petite bouche. Moi, j'en veux un à grande bouche. À petite bouche, c'est beaucoup mieux. Grande bouche! Petite bouche. N'importe lequel des deux. Quelle différence? Ce sont deux espèces qui vivent dans des habitats différents. L'achigan à petite bouche est plus petit et sa mâchoire finit sous son œil. L'achigan à grande bouche est plus gros et sa mâchoire finit derrière son œil, ce qui lui donne une plus grande bouche. L'achigan à petite bouche vit en groupe. L'achigan à grande bouche vit seul. L'achigan à petite bouche aime les coins rocailleux et se nourrit d'écrevisses. L'achigan à grande bouche se cache dans les algues et mange des crapets soleil. Les petites bouches sont bagarreurs et sautent très haut. Les grandes bouches deviennent vraiment gros. Prenez l'Achigan que vous voulez, mais touchez-en un. Activez le costume multipouvoir et testez ses pouvoirs d'Achigan. Ok, moi je fonce. Et moi, je plonge. Permission de quitter le port, capitaine. Tu as la liste? Bonbons, maïs soufflé, crème glacée. Pas celle des friandises, Jimmy, celle du matériel. Mais moi, je l'ai. Dans ce cas, amusez-vous bien en ville. J'ai chaud. Ouais, parfois même l'inventeur le plus génial du monde a besoin de se la couler douce. Pas de trouvailles révolutionnaires aujourd'hui et, pas de frère Krat. Disons que je suis un gros achigan. Où est-ce que je me tiendrais? Quelque part où je pourrais guetter mes proies. Dans un endroit où je peux les voir sans être vu. Ici, par exemple. Wow! Un bel achigan à grande bouche. Oh oui! Laisse-moi te chatouiller un petit peu sous le menton. Hein? Un banc de crapets soleil. Wow!
Tu es le plus gros achigan à grande bouche que j'ai vu. Tu as faim, on dirait. Tu les as avalés tout rond. Je vais donc t'appeler Vorace. Top là. Grâce à toi, j'ai gagné. Activer costume multipouvoir. Hey! Martin! Parfois on gagne, parfois on perd. C'est le seul moment où on peut voir les lucioles. Elles sortent comme ça seulement 2 semaines par année. Et c'est uniquement à cette période, une fois devenues adultes, qu'elles volent et transmettent des signaux pour trouver des partenaires. Quand elles clignotent, elles communiquent entre elles. Les lucioles mâles tournoient et émettent de la lumière pour attirer l'attention des femelles. Les femelles sont par terre et regardent les lumières virevolter. Si elles aiment ce qu'elles voient, elles vont répondre. Donc, les lucioles émettent de la lumière pour trouver un partenaire et pondre des œufs. De ces œufs sortent des larves qui se transforment en lucioles. Mais tout ça ne me dit pas ce qu'elles se racontent. C'est un genre de code, un code secret en quelque sorte. Il faut découvrir le secret des codes lumineux des lucioles. La bioluminescence. C'est la lumière créée par un organisme vivant. La lumière produit de la chaleur. Enfin, c'est le cas en général. Mais la luciole, elle, émet une lumière froide. Comment ça fonctionne? Comment tu fais ça? Clignotant. C'est comme ça que je l'ai appelé. Et comment sais-tu que c'est lui? Oh, je pourrais le reconnaître n'importe où. Ok, alors, pendant un marathon, comment fait une luciole pour... Mais qu'est-ce que tu fais? Je lui raconte une blague en langage de luciole. Alors, pendant un marathon, comment fait une luciole pour en dépasser une autre? Dis-moi. Eh bien, elle met son clignotant. Regardez les lucioles que j'ai attrapées. C'est très bien. Maintenant, regardez-les bien. Et laissez-les repartir dans la nature. Tonita! Son engin est en train d'aspirer toutes les lucioles. Elle a capturé dans la prairie toutes les mouches à feu mâle, pauvre luciole. Et son jet se dirige vers l'est. Elle va à son manoir de campagne. Bien joué, Coquille, ne la perds pas de vue. Je dois y aller, il faut vite les libérer. Les lucioles ont vraiment peu de temps pour trouver un partenaire et pondre des œufs. Si elles ne le font pas, il n'y aura pas de lucioles l'année prochaine. Attends, comment vas-tu faire pour sauver des milliers de lucioles? Il faut un plan. Mais on n'a pas le temps d'élaborer un plan. Tu connais Donita, elle va les mettre en hibernation par congélation pour faire des bijoux ou des boucles de ceinture scintillants. Si on est trop lent, il sera trop tard. Oh, clignotant, tu es encore là? Tu es la seule luciole mâle qui reste. Et il détient la clé du fameux code. Si nous arrivons à en percer le secret, nous serons capables de communiquer avec les autres lucioles et de les guider vers la sortie. Je connais déjà le langage des lucioles. Je suis celui qui murmure à l'oreille des lucioles. Toi, parler aux lucioles? Ben voyons. Vous voulez que je programme vos costumes avec les pouvoirs des lucioles? Ouais! D'abord, je dois comprendre comment fonctionne la bioluminescence. On y va, Jimmy. Verse la luciférase qui est dans l'éprouvette dans le grand bécher. Je crois que c'est raté. Et à ta place, je me laverai les cheveux. D'accord, je crois qu'on est sur la bonne voie pour éclaircir notre mystère. Oh, dis donc, as-tu vu comment il utilise ses défenses? Comme des patins de traîneau qui l'aident à glisser sur le fond océanique boueux. Ensuite, le morse crache de l'eau dans les sédiments pour les diviser. Il cherche donc quelque chose dans la boue. Et Patapouf fait la même chose. Waouh! Regarde-le promener ses vibrisses. Hé, Patapouf, est-ce que tu as aussi des vibrisses? Tu sais, ils ont 450 vibrisses sur le museau. Enfin, plus ou moins. Leurs vibrisses sont comme des doigts magiques qui fouillent la boue. On ne peut pas se servir de ses poils de nez pour trouver des choses, voyons. Oh, ma manette! Relax, Jimmy. Elle est maintenant hydrofuge et aussi chocolafuge. Tu vois, comme tes doigts, les vibrisses remuent grâce à des muscles. Donc, on sait qu'ils se servent de leurs vibrisses et de leur défense pour chercher quelque chose dans la boue. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? J'ai une idée. Je vais créer une extension pour les costumes multipouvoirs. Et peut-être que ça vous permettra de le découvrir. Quoi? Je suis contre le gaspillage? Je vois qu'il y a une grosse pile de palourdes juste sous mon yacht. Il n'y a pas plus brillant que moi.
Ou plus souffrant. J'ai coupé mon doigt en deux. Zachbo, Zach veut de longs gants. Je suis prêt à offrir la perle de l'Arctique à Donita pour lui prouver que je suis sérieux. Très très sérieux. Quoi? Oh non! Oh! Bonjour, Donita. Je m'en viens prendre possession de ma fabuleuse perle. Alors prépare-la tout de suite. Prends ton temps. Il faut que je file. Zachbo! Zachbo, trouvez-moi cette perle! Qu'est-ce que c'est que ça? Accroche-toi, Martin. Les morses sont pris de panique. Oh, quelque chose a fait peur à ces morses. Mais ils ont repris leur activité. Regarde, les vibrisses ont trouvé quelque chose. Ah, une palourde. C'est donc ça qu'ils cherchaient dans la boue. Des palourdes. Les morses mangent aussi des palourdes. Mais comment est-ce qu'ils brisent la coquille pour déguster l'intérieur? Oh, il va d'abord casser la coquille, puis il va la manger. Mais non, il va l'avaler tout rond. Ses défenses vont lui servir d'ouvre-boîte. Voilà! Le morse aspire la palourde hors de sa coquille d'un seul coup. Je crois que les petits diables sont capables de grimper haut dans les arbres pour mieux flairer les carcasses environnantes. Ah, c'est par là! Allons-y! On se rapproche de Chris et Martin. Ça va, Cookie? Tu ne devrais pas surveiller les diables marqués? Je n'arrive pas à travailler parce que la viande pourrie et les carcasses me donnent mal au cœur. Je comprends. Toutefois, ça fait partie de l'aventure de rencontrer toutes sortes d'animaux. Certains vivants et d'autres qui sont morts de causes naturelles. Oui, mais des bêtes qui mangent de la pourriture? Yerk! Faut bien que quelqu'un mange cette viande pourrie, et vaut mieux que ce soit eux que nous. Il ne reste plus que les os, et malgré tout, les diables continuent de manger. Regarde toutes les bonnes choses à l'intérieur. De la moelle. C'est très nutritif. Encore faut-il pouvoir l'atteindre. Ouais, très peu de bêtes ont les dents et la mâchoire assez puissantes pour casser les os et leur permettre de sucer la moelle. Mais les diables en ont, eux. Hé, arrête de souffler dans mon cou. Ah, Chris, tes dents sont énormes et elles poussent. Les dents des diables n'arrêtent jamais de pousser. Pourquoi? Voilà pourquoi. Les dents s'usent à force de ronger. Elles doivent donc continuer de pousser pour qu'ils continuent de mordre. L'avantage quand on est un charognard, c'est qu'on mange des choses inaccessibles aux autres. Rien n'est perdu quand un diable est dans les parages. Tu as faim, Diablo? Hey. Il était avec moi il y a une minute. Je ne reçois plus aucun signal des diables. D'abord, tu as perdu l'esprit, et maintenant, on a perdu Diablo. Comment ça a perdu? Il n'est plus sur le radar. Coquille, réponds. Coquille? Oups, je suis là, Martin. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui ne va pas? 10 diables se déplacent rapidement vers l'ouest en même temps. C'est inhabituel. Leur icône de marquage disparaît et on les perd. Est-ce que Diablo, le numéro 9, fait partie des diables qui disparaissent? Oui. Et le numéro 8? Sa mère? Oh non! Vous êtes prêts, Zachbo? Je vous présente le tout nouveau Maxi Diable 2000. Alors ça, c'est un système anti-enfant. Tiens, on dirait qu'une pieuvre géante du Pacifique vient droit sur nous. Ça y est, je la vois. Hé, je crois que c'est 7 bras. « 4, 5, 6, 7, 8. Ce n'est pas 7 bras. Et si tu nous parlais des pouvoirs presque sans limite de ces animaux?
Les pieuvres géantes du Pacifique sont comme une équipe de super-héros en un seul et même corps. Ce sont les reines de l'évasion. Elles possèdent un corps extrêmement souple. Et elles sont très intelligentes. Mais est-ce qu'ils ont le pouvoir de retrouver mes costumes? Je vais lui demander. Salut toi, quoi de neuf? Oh! Elle s'est dit, vite, filons d'ici. Grâce à la propulsion par réaction. Et si ça se trouve, elle essaie d'échapper à un vilain prédateur. La propulsion par réaction, c'est mon dada. Comment les pieuvres l'utilisent-elles? Regarde bien. L'eau entre par une ouverture sur la tête et passe dans un tube. Ce tube est tapissé de muscles qui se contractent et qui propulsent l'eau par un trou qui se trouve à l'arrière. Ce qui permet à la pieuvre de s'élancer à toute vitesse. À près de 40 km à l'heure. C'est un peu comme avoir un moteur à réaction dans la tête. Super chouette! Chris, prends les commandes. Je vais ajouter la propulsion par réaction au système de déplacement de l'octopode. Si je fixe ce tuyau à la soupape d'admission qui est là, l'eau voyagera jusqu'à cette pompe et sera propulsée dans ce tube. Ça peut fonctionner. S'il y a un moyen de réussir, tu le trouveras, Aviva. T'avais raison, Chris. La pieuvre fuyait un prédateur et c'est un grand requin blanc. Oh! La pieuvre lui a dit, tiens, prends ça. Et elle a envoyé un nuage d'encre dans les yeux du grand requin blanc pour masquer sa fuite. Elle n'a pas fui seulement pour semer le requin. Son encre contient des produits chimiques qui sont extrêmement toxiques, même pour elle. Et voilà le travail. L'encre a irrité les yeux du requin et la pieuvre a pu s'enfuir. Oh, ajoute l'encre défensive à l'octopode, Aviva. Ah ouais, il nous faut l'encre défensive. En quoi cette encre peut nous être utile? L'encre fait partie des ruses de la pieuvre, alors l'octopode devrait en avoir aussi. Ça a bien fonctionné pour elle puisque le requin est parti. Oh, j'ai parlé trop vite. Oh. Il nous confond avec une pieuvre. Il est en train de nous mordre. Oh non! Ah! S'il coupe la ligne électrique, on va couler au fond sans pouvoir remonter. C'est le bon moment pour tester la propulsion par réaction. C'est parti! Ça marche! Ouais, bien joué, Aviva. T'es super. Merci les gars! Autour de l'encre défensive. Et j'ai tout juste ce qu'il faut pour ajouter cette fonction à l'octopode. Tadam! J'ai apporté un jus de céleri et d'algues, au cas où j'aurais une petite soif. De l'encre défensive à base d'algues? Quelle excellente idée! Bonne pour la santé et sans danger. Exactement! Le basilic. Oh, il est vraiment cool. C'est vrai qu'il a l'air d'un dinosaure. Non, mais regarde-moi ses pattes. Elles sont énormes. Et ses griffes. Wow! Oh oh, il est passé comme une fusée. J'ai bien envie de l'appeler Fuseau. Mais tous les lézards sont vifs comme des fusées, et celui-là a bien d'autres qualités que la vitesse. Premièrement, il marche sur l'eau. Ouais, tu as raison, Chris. Il faut que je trouve un nom qui caractérise véritablement le lézard basilic. Il mange des fruits, Et gobe des insectes. ce qui veut dire que le basilic est un omnivore, donc il se nourrit de différentes choses. Mais ce n'est pas dangereux de rester comme ça à découvert sur une branche alors qu'il y a des tas de prédateurs autour. C'est ce qu'on va bientôt découvrir. Oh oh, un aigle à 2 heures. C'est une harpie féroce. Une harpie, parmi tous les oiseaux de proie de la planète, c'est celui qui possède les plus grandes serres. Des serres aussi longues que les griffes des ours grizzly. Ce sont les aigles capables d'arracher des singes du sommet des arbres? Oui, mon vieux. Martin, tu sais que tu as un peu l'air d'un singe qui tient un fruit de jojoba. Oh, peut-être bien, mais le grand singe bleu que je suis est beaucoup trop gros pour être la proie d'une harpie. Non. Mais pas le petit lézard basilic. Je n'ai même pas eu le temps de lui trouver un nom. Oh non! Ah! Non, pitié! Oh, oh, voilà pourquoi le basilic peut se balader à découvert. Il est hors d'atteinte en quelques secondes. Ah, regarde-le, il court sur l'eau. Wouhou, il remonte la rivière. Wow, on dirait qu'il fait des ricochets avec ses pattes. Ah, voilà comment je vais l'appeler. Ricochet. Ça me plaît. Sur l'eau, il est capable de parcourir 2 mètres à la seconde. Ça, c'est rapide. Oh, oui. Attends une seconde. Si je calcule bien, ça équivaut à 8 km/h. Oh, c'est la vitesse à laquelle on court. C'est juste, un humain peut courir aussi vite. Ah, eh bien alors, peut-être bien que nous aussi on peut traverser la rivière en courant sur l'eau. À vos marques. Prêts et partez!
C'est un échec total. La vitesse est importante, mais ce n'est pas la seule chose qui entre en ligne de compte et qui permet au basilic de marcher sur l'eau. Peut-être bien que la largeur de ses pattes arrière joue un rôle. Elles sont surdimensionnées par rapport au reste du corps. Et c'est à l'aide de ces mêmes pattes que le basilic marche sur l'eau. Oh, ouais, ça vient de me donner une autre idée pour essayer de marcher sur l'eau. Je reviens tout de suite, c'est dans mon sac à dos. Des raquettes? En pleine forêt tropicale. Tu es peut-être mieux organisé que moi, frérot, mais moi, je suis mieux préparé. À vos marques. Prêt? Partez! Eh bien, au moins cette fois, on a fait quelques pas de plus avant de couler. Mais où est passé notre ami le basilic? On ne peut pas percer le mystère de la marche sur l'eau sans lui. Oh, ce ne serait pas le troupeau de Piccolo? Non, je ne crois pas. C'est un troupeau d'éléphants mâles. Il n'y a aucune éléphante ni éléphanto. Ouais, non seulement ils sont plus gros, mais les éléphants mâles ont d'énormes défenses. Piccolo appartient à l'autre type de troupeau, matriarcal, composé de bébés et de mamans. Non mais regarde ce qu'ils font. Ils s'aspergent de boue et de sable. Le sable sert de protection contre les insectes et la boue les aide à rester au frais par temps chaud, comme aujourd'hui. Oh, ça par exemple, mais quelle excellente idée! Alors, est-ce que c'est rafraîchissant? Ouais, et boueux à souhait, tu devrais essayer. Attends, j'arrive. Oh, regarde-moi, je vais faire une superbe bombe dans la boue. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a un éléphant affamé qui essaie d'atteindre le feuillage. Pourquoi as-tu choisi cette arme? Ah, ah, oh. Les éléphants ont la force d'un bulldozer. Ouais, si jamais les branches qu'ils veulent manger sont hors d'atteinte, ils abattent l'arbre et le tour est joué. T'as vu la puissance de sa trompe? La branche qu'il vient d'arracher était énorme. À quoi serviraient des mains quand on a une trompe? C'est vrai, on fait beaucoup plus de choses avec une trompe qu'avec deux mains. Il se fait tard, Chris. On poursuivra nos recherches demain matin à la première heure. D'accord, je vais prendre avec moi ces quelques branches pour Piccolo. Oh, le lit de Piccolo a l'air drôlement confortable. Au fait, vous saviez que les éléphants ne dorment que 4 heures par nuit et encore pas 4 heures consécutives? Et ils ont besoin d'un contact physique permanent lorsqu'ils sont séparés de leur mère. T'as vu, il suce sa trompe comme un bébé suce son pouce. Il est vraiment trop mignon. On va se relayer pour le surveiller. On va commencer pendant que vous allez vous reposer. Mais que veux-tu qu'il fasse, Martin? Ah, eh bien, il y a déjà l'ordinateur de Coquille qu'il a mis en panne, le sandwich de Jimmy qu'il a écrasé. Les bébés éléphants peuvent être très joueurs, tu sais. Et c'est pour ça qu'on l'aime tant. Bonne nuit, les gars. Faites beaux rêves, Piccolo. Ouais, on les a trouvés! Les kangourous rouges! Le pelage des mâles est rouge, mais t'as vu celui des femelles? Les kangourous rouges femelles sont bleus. Je descends dans 1 minute, je règle le mesureur de distance numérique, comme ça on pourra connaître la longueur de leur bond. Alors, Chris, combien de kangourous doivent passer au-dessus de ta tête pour attirer ton attention? Hein? 3! Ça y est, j'ai une lecture. Le dernier qui est passé a fait un bond de 12 mètres. Il a manqué par 50 cm la distance de saut maximale des kangourous rouges, l'animal dont les sauts sont les plus grands du monde. Incroyable. Je vais ajouter cette fonction à vos costumes multipouvoirs. Génial! Terminé. Salut, les gars. Hé hé! T'as beau être petit, le saut que tu viens de faire devait mesurer près d'1 mètre de haut. 40 cm pour être exact. Je crois que je vais t'appeler Cabriole. Alors, tu veux m'apprendre à boxer?
Ah, je vois que t'es un petit dur à cuire, toi. Ah. Il faut qu'il s'exerce. Pour les kangourous, savoir boxer est une question de survie, comme respirer et manger, parce que... Oh, tu fais des progrès, Cabriole. Il t'a bien eu, Martin. Hé, Cabriole, où est-ce que tu vas, dis donc? On n'a même pas fini le premier round. Il va avoir peur de te faire mal. Voilà, ça c'est un véritable combat de boxe. Où un kangourou mâle déclare à un autre, c'est moi le plus fort. Donc, chez les kangourous, c'est au meilleur boxeur que revient le statut de chef de bande. Ça joue dur, mon vieux. Faut mieux se tenir à distance. Un seul coup donné par ses puissantes pattes arrière peut donner un sacré mal de ventre. Oh, heureusement, les kangourous ont une couche de peau supplémentaire au niveau de l'abdomen, ce qui leur permet de mieux absorber les coups. Bonne chance, ce petit nouveau. Si tu gagnes, ce sera à ton tour de devenir le chef. Oh, et c'est le grand chef actuel qui gagne. Il reste à la tête du groupe. Hé, où est passé Cabriole? J'ai envie de boxer avec lui. Ouais, vaut mieux choisir un adversaire de ton calibre. Hé, Cabriole, regarde, je suis là. Ah. Je savais que ça te plairait, mon ami. Dis, t'as envie de jouer à cloche-patte? Wow! Je crois qu'il préfère jouer à Attrape-moi si tu peux. J'ai tes clés. Il faut être deux pour jouer à ça. Hé, toi, reviens ici, rends-moi ces clés! Ouais! L'écureuil a gagné. Il s'éloigne un peu. Creuse un trou. Enfouit le gland dans le trou et le recouvre de terre. Ça lui fait un repas pour plus tard. Ouais, le pouvoir de l'écureuil. Et qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas le seul gland de la forêt. En automne, un chêne peut laisser tomber jusqu'à 23 000 glands. Le jet bleu en tient un. Il s'envole, trouve un coin de terre molle et pousse le gland dans le sol avec son bec. Les jets cachent les glands! Eh bien, les écureuils se rappellent où ils ont caché les noix et les déterrent pendant l'hiver. Quelle mémoire! Les jets, eux, ont une cervelle d'oiseau. Ah, pour un jet bleu, c'est tout un compliment. Parce que cette cervelle d'oiseau est plus futée qu'un écureuil. Le jet bleu est si intelligent qu'il mémorise l'endroit exact où il a caché ses glands jusqu'à l'arrivée du printemps. C'est alors qu'il revient les déterrer pour les manger. Oh oh, encore plus de mémoire. Tu ne peux pas en dire autant. Attends, les glands qu'un écureuil oublie de manger demeurent à l'abri dans la terre. Puis, lorsque la neige fond grâce à la chaleur du soleil printanier, les glands deviennent des chênes. Et c'est ainsi que l'écureuil plante les arbres qui le nourrissent. Eh bien, en fait, les glands que le jet bleu décide de ne pas manger demeurent à l'abri dans la terre. Et lorsque la neige fond sous la chaleur du soleil printanier, les glands qui n'ont pas été mangés deviennent des chênes. C'est ainsi que le jet bleu fait naître des forêts. Hop! Il n'y a pas mieux que le jet bleu. L'écureuil gris est le meilleur. Jet bleu, Écureuil gris! bleu, Gris! bleu. Gris! Ah! Regarde un peu. L'écureuil gris creuse un faux trou pour tromper les amateurs de glands comme les cerfs et les dindons sauvages. Les dindons mangent aussi des glands. Bien sûr, regarde. Le dindon est tombé dans le panneau. L'écureuil enterre le gland un peu plus loin, en lieu sûr. Ha! Ça, c'est drôlement futé. Et il peut enterrer jusqu'à 300 glands en une seule journée. Et alors? Un seul petit gland à la fois? Le jet bleu, lui, peut cacher un gland dans sa gorge extensible, aussi appelée poche gulaire. Et 2, 3, 4 glands dans sa poche, ainsi qu'un 5e dans son bec. Puis il s'envole en transportant 5 glands à la fois. Et il va se poser loin là-bas. Nous, les jets bleus, transportons plusieurs glands à la fois et les cachons plus loin. On peut parcourir jusqu'à 8 km pour les enterrer.